Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous, et bonjour surtout à Clément Caudron. Bonjour Fadi. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de la chaîne YouTube du PRCF pour un entretien concernant un de tes grands sujets de prédilection, même s'il est possible qu'il y ait d'autres questions qui surgissent, à savoir le combat environnemental. Les communistes et le combat environnemental, c'est aussi un combat dans lequel le pôle de renaissance communiste en France est très impliqué, que ce soit à travers notre manifeste écologique ou nos 4 pages, notamment, qui évoquent beaucoup ce sujet. Mais moins qu'on puisse dire, c'est que toi, Clément, bien, tu as une vraie réflexion, une réflexion très importante depuis un petit moment sur ce sujet. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en ce qui concerne ton parcours militant et citoyen, et aussi indiquer peut-être le domaine dans lequel tu travailles, parce que ça peut aussi avoir une petite importance par rapport à ta réflexion sur ce sujet. Ouais, tout à fait. Alors pour commencer, merci beaucoup Fadi pour ton invitation. Alors moi, je m'appelle Clément, j'ai 35 ans, je suis ingénieur dans l'industrie aéronautique depuis une douzaine d'années maintenant. Et effectivement, parallèlement à ça, j'ai écrit 4 ouvrages. Donc sur des questions, alors les 2 premiers portaient plutôt sur des questions économiques et politiques au sens très large du terme. En fait, c'était des ouvrages de propositions d'alternatives systémiques. C'était de se dire, ok, on critique beaucoup le système. Déjà, précisons ce qu'on entend par là, et surtout, proposons autre chose. C'est quand même ça le but. Et donc là, mes deux premiers ouvrages, c'était ça la question, c'était de se dire, si on veut vraiment aller au-delà du néolibéralisme, de la mondialisation, du capitalisme, très bien, qu'est-ce qu'on met à la place de la Ve République, etc. J'en passe et des meilleurs. Ça, c'était mes 2 premiers bouquins. Mon 3e bouquin, c'était un bouquin collectif, dans le cadre d'un groupe de réflexion que j'ai cofondé, qui s'appelle Chapitre 2, qui est un groupe, on va dire, de gauche eurocritique, pour faire simple. Et donc le livre s'appelait « La gauche à l'épreuve de l'Union européenne ». Et la question était, un gouvernement de gauche qui prendrait le pouvoir au niveau national dans un pays de l'Union européenne, par exemple la France, quelles seraient les marges de manœuvre qu'il aurait, ou plutôt qu'il n'aurait pas. Et donc, comment on traite cette question-là, c'est la question du carcan des traités européens et des directives européennes. Et puis, effectivement, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aux questions énergétiques et climatiques. Et donc ça, c'est le sujet de mon dernier bouquin qui est sorti en 2022 et qui s'appelle « Il est urgent de ralentir ». Et le sous-titre à toute son importance, c'est « Manifeste pour une écologie rationnelle et émancipatrice ». Voilà. Donc rationnelle parce qu'on repart du constat scientifique et on fait un état des lieux de ce que dit la communauté scientifique sur la question écologique aujourd'hui. Rationnel aussi parce qu'on s'appuie sur la technique. Moi, je suis ingénieur, donc c'est certainement pas moi qui vais tenir des propos technophobes ou anti-techniques. Par contre, on parle technique en étant conscient des avantages et des limites de chaque outil. Parce que tout outil technique, renouvelable, nucléaire, voiture électrique, tout ce qu'on veut, a des avantages et des limites. Et donc la question après, en bout de course, ça va être, est-ce que la technique suffit ? Et est-ce qu'aussi la question écologique se réduit à une question technique ? Bien sûr que non. C'est surtout une question politique, beaucoup une question économique. Et donc le bouquin parle aussi de ça, de dire la transition écologique, très bien. Comment on la met en œuvre politiquement et économiquement ? Et surtout, est-ce que ça n'est qu'une transition écologique, au sens où on change le contenu de notre mix énergétique, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit sujet sur les volumes produits et consommés ? Est-ce qu'il ne faut pas réduire la production et la consommation ? Et si oui, la grande question qui arrive derrière, c'est comment on rend ça socialement et politiquement soutenable. Voilà, donc ça c'était mon dernier bouquin. Donc voilà en résumé. Et tu fais bien de le préciser, puisqu'il y aura un entretien spécifique qui sera réalisé dans le cadre des cafés marxistes sur ce livre « Il est urgent de ralentir ». Je précise également que nous nous sommes connus notamment via ce bouquin, mais pas seulement, à l'occasion d'une journée avec des Gilets jaunes qui étaient à Saint-Léonard-de-Noblat, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une petite année. Organisé par Écologie et Démocratie. Exactement. Bon, déjà là, on voit les 2 termes, notamment ceux-ci qui t'intéressent, même si, comme tu l'as dit, tu parlais du capitalisme, de l'Union européenne, ce sont des choses que nous allons aborder après. Mais justement, puisque tu parlais de tous ces enjeux écologiques qui ne sont pas que techniques, bien au contraire, qui sont très politiques, très économiques, il y a une première question qui nous vient en tête, là, comme ça, qui est un petit peu moins abordée dans ton ouvrage, pour le coup. Il y en a d'autres que tu abordes beaucoup, et ça, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est celle de l'eau.
Parce que on voit bien que la question de l'eau, elle est fondamentale. Alors sur le plan agricole, ça c'est une évidence. Sur le plan tout simplement de la vie humaine, et quelque part ce qui se passe à l'heure actuelle dans les territoires palestiniens, c'est aussi lié, il ne faut jamais l'oublier, à une question de maîtrise de l'eau. On pourrait parler aussi de la situation de Mayotte ou d'autres. Et puis évidemment, c'est un enjeu énergétique, parce que si on pense à la question du refroidissement de centrales nucléaires, etc. Alors sur cette question de l'eau spécifiquement, à la fois d'un point de vue, je dirais presque quantitatif, et puis en termes de transition, en tout cas vers un nouveau modèle environnemental et certainement pas capitaliste, quel est ton avis sur ce sujet ? Alors, vaste question en effet. C'est vrai que j'en parle pas tellement dans le livre. Bon, à la fois parce qu'on peut pas parler de tout et aussi parce que très honnêtement, c'est pas le sujet que j'ai le plus creusé. Mais quelques mots quand même. Alors, tu as raison de le dire, c'est le besoin de base c'est le besoin de base par excellence, j'allais dire. Effectivement, on en a besoin, voilà, pour boire, pour des raisons, voilà, sanitaires, pour cuisiner. Notre agriculture, notre modèle agricole actuel dépend massivement de l'irrigation, malheureusement. Notre industrie dépend massivement d'approvisionnement en eau. C'est vrai des fois dans des secteurs qu'on n'imagine pas. L'extraction minière des métaux, par exemple, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'eau. Et le secteur énergétique, tu en as parlé notamment, évidemment l'hydroélectricité, bien sûr, mais aussi les centrales thermiques, fossiles et nucléaires, qui pour leur refroidissement ont besoin d'être à proximité de cours d'eau ou sur des littoraux. Bon, aujourd'hui, la ressource en eau, elle est très contrainte, parce qu'évidemment, comme pour à peu près toutes les ressources, notre mode de production actuel fait qu'on tape dedans de manière croissante, à des niveaux qui commencent à être de plus en plus insoutenables. Et à ça va s'ajouter, et s'ajoute déjà, le réchauffement climatique, dont on trouve parmi les caractéristiques principales, parmi les conséquences principales plutôt, des sécheresses, des vagues de chaleur, des canicules. Évidemment, tout ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc là-dessus, alors il y aurait plein de choses à dire, mais bien sûr qu'une des questions fondamentales, ça va être comment on priorise les usages. Et là, on est sur une question foncièrement politique. Est-ce que c'est normal d'avoir des grandes cultures céréalières, y compris des céréales pas forcément adaptées à notre climat présent et encore moins à notre climat futur, des grandes cultures céréalières de maïs sur des grandes exploitations agricoles, qui du coup sont sous perfusion d'une irrigation abondante? Est-ce que ça, c'est très rationnel aujourd'hui? Si ça se fait aux dépens des besoins plus élémentaires des populations humaines, pas sûr. Et après, pour dire un mot de la question plus spécifique du refroidissement des centrales, parce que ça c'est un truc qui revient beaucoup et c'est une limite pour certains aux centrales nucléaires, de dire déjà regardez, aujourd'hui elles sont parfois amenées à tourner au ralenti et demain ça va être encore pire. Alors il y a un vrai sujet, pour autant c'est un sujet qui est quand même traité, qui est quand même sous contrôle de la filière. C'est-à-dire que en fait c'est essentiellement une question de biodiversité. C'est pas une question de sécurité, mais c'est que les centrales ne doivent pas relâcher des eaux trop chaudes, parce que sinon en aval, ça va être dangereux pour la vie dans ces cours d'eau. Donc du coup, quand la température augmente trop, les centrales peuvent être amenées à ralentir, voire à s'arrêter. Et là-dessus, on a eu un cumul l'été dernier, parce que on avait des centrales en maintenance, on avait le problème de corrosion, et s'ajoutait à ça un manque d'eau qui touchait donc les centrales nucléaires, et en plus l'hydroélectricité. Donc là, on était mal. Alors après, il faut relativiser ça. Si on chiffre ça, c'est quelques pourcents de perte de production électrique, c'est pas majeur. Et en plus, c'est des pertes de production électrique qui tombent à un moment qui n'est pas très critique, parce que les pics de demande électrique, c'est l'hiver. C'est pas l'été. C'est pour ça que les maintenances de centrales nucléaires sont prévues l'été. Voilà, donc c'est des périodes où on est beaucoup moins contraint, et donc devoir baisser un peu la production dans cette période-là, c'est pas très grave. Par contre, à terme, les étés vont être de pire en pire, on aura de moins en moins d'eau, et les pics de production électrique seront peut-être aussi un petit peu moins l'hiver, un petit peu plus l'été, parce qu'on aura plus de climatisation et moins de chauffage. Donc à suivre, mais sachant que c'est intégré dans le design des centrales nucléaires futures, autant dans leur emplacement que dans leur technologie, on réfléchit évidemment à cette problématique-là avec les pires pronostics climatiques possibles, de manière à être robuste à ça. On va pas s'installer à côté d'un cours d'eau qui est censé être asséché dans 30 ans. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, mais pour moi, c'est pris en compte.
D'accord. Et alors justement, puisque tu parles de la question énergétique et de la question des réserves d'eau, parce que ça ramène à ça, il y a un sujet qui a beaucoup fait débat ces dernières semaines, ces derniers mois dans l'actualité, c'est la question des méga-bassines. Ouais. Et ces méga-bassines, on en a beaucoup entendu parler, notamment à travers la lutte qui a été menée par ce qui s'appelle les soulèvements de la terre. Avec une tentative de délégalisation, d'interdiction qui a raté. Hein. Cela étant, cette forme de militantisme, d'activisme qui est portée par Soulèvement de la Terre et qui est très en vogue aujourd'hui dans le monde des luttes environnementales, qu'est-ce que tu en penses concrètement en termes notamment d'efficacité? Parce que on parle des soulèvements de la terre, on peut penser aux ZAD, aux occupations d'espace. En réalité, c'est un petit peu ça hein, qui se pose. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que cette forme de lutte est efficace ou a une certaine efficacité? Alors une courte, à moyen terme, à long terme, il faut voir. D'autant qu'il y a un risque, c'est que potentiellement ça puisse épuiser des militants. On pense aux militants d'Extinction Rebellion, des soulèvements de la terre. Et comme on le disait, ça ne garantit pas forcément des résultats à long terme. Comment toi tu vois concrètement ce type d'action en termes d'efficacité par rapport notamment à ce sujet, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Je serais mitigé. C'est-à-dire que, alors d'un côté, sur les exemples que tu as cités, sur les exemples récents, que ce soit les méga-bassines ou que ce soit l'autoroute A69, ce sont des projets inutiles, nuisibles d'un point de vue environnemental, c'est très clair. Donc les gens qui s'y opposent, déjà sur le fond, ont raison, à mon sens, de s'y opposer. Ça c'est un premier point. Parce que des fois, il y a des oppositions à des projets qui, en fait, quand on regarde de loin, sont des projets utiles. Voilà, bon. Tu avais un exemple là, comme ça en tête ou... Ouais. Il y a la vaste question du nucléaire, mais pour moi, je suis favorable à l'énergie nucléaire. Du coup, il faut gérer les déchets. Du coup, par exemple, le site d'enfouissement qui est prévu à Bure dans le cadre du projet Cigéo, pour moi, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc, des militants qui se mobiliseraient contre ça, là on serait en désaccord sur le fond. Bon, dans le cas des méga-bassines ou de l'A69, je suis en accord avec eux sur le fond. Et après, sur la forme, ça pose question parce que d'un côté, le débat public a tellement tendance à reléguer au second plan les questions environnementales que là, c'est un moyen de les faire ressurgir. Ouais, c'est ça, ouais. Alors certes, ça clive, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais je désapprouve les méthodes » et puis ça va servir d'alibi pour désapprouver l'ensemble, y compris le fond de ce qu'il y a derrière. Et d'un autre côté, il y a d'autres gens qui vont tilter, qui vont dire « Ah ouais, mais les militants écolos, tout pacifiques qu'ils sont habituellement, se retrouvent obligés de faire ça. Ah ouais, c'est quand même qu'il y a un problème. » Donc ça peut faire aussi tilter certaines personnes. Bon voilà, après, moi ma vision, c'est que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est de prendre le pouvoir d'État pour appliquer des politiques radicales, vite et fort, dans la bonne direction. Bon, ça après, ça se décrète pas, donc tout ce qui va dans le bon sens d'ici là, je prends. Les petites actions individuelles, je prends. Ce qui peut se nouer au niveau international, je prends. Les actions militantes comme ça, je prends. Voilà, maintenant, ça épuise pas le sujet, clairement. Ça épuise pas le sujet. Alors, tu as dit quelque chose, une formule à laquelle nous ne pouvons que souscrire, à savoir prendre le pouvoir. On en sait quelque chose, hein, théoriquement et historiquement, hein, dans le camp communiste, de ce qu'est prendre le pouvoir. Et ça renvoie donc à la question politique. Et alors, depuis maintenant des décennies, mais on sent que c'est devenu une grande mode depuis un certain nombre d'années, sur le plan politique, il y a le vote Europe Écologie des Verts, qui est un vote que l'on voit souvent mis en avant. Il faut rappeler qu'aux dernières européennes, ça avait été quand même le troisième parti lors du scrutin européiste. Hein. D'ailleurs, il y a un nouveau scrutin européiste en juin prochain, nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Est-ce que tu penses que, concrètement, le vote Europe Écologie des Verts, ça permettrait justement de résoudre l'essentiel de ces problèmes environnementaux et de sauver la planète? Et est-ce que tu crois aussi que la refondation de ELV, dans un parti qui s'appellerait les écologistes, en tout cas une nouvelle nomination, ça peut avoir une incidence justement pour régler tous ces problèmes? Ça aura une incidence sur le fait que le nouveau nom sera plus facilement prononçable que l'ancien. Voilà, au-delà de ça, je sais pas bien sur le fond. Non, bon, blague à part, plusieurs choses sur ELV ou sur les écologistes. Bon, déjà, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Ça a quand même été parmi les premiers ou parmi les principaux à porter les questions environnementales. Et ça, on peut pas leur enlever. À un moment où pas grand monde en parlait, ils ont parlé de réchauffement climatique, ils ont parlé d'épuisement des ressources, ils ont parlé d'extinction de la biodiversité.
Donc maintenant, ça paraît évident, vu la place qu'ont ces sujets, mais quand même, il fallait le porter, et eux l'ont fait. Donc ça, il faut quand même le dire. Et je pense que la plupart sont vraiment des militants honnêtes là-dessus, qui souvent connaissent bien les sujets, en tout cas une grande partie des sujets. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et ça permet aussi à des gens de rentrer peut-être en politique par ce biais-là, quitte à après aller vers d'autres choses, quitte à s'ouvrir ensuite sur d'autres problématiques. Mais bon, voilà, c'est un angle d'attaque et d'accroche pour des gens qui sinon se seraient peut-être pas politisés. Bon, maintenant, il y a plusieurs problèmes avec la ligne actuelle d'Europe Écologie Les Verts. Par où commencer? Il y en a au moins 3. Premier problème, à mon sens, l'opposition dogmatique au nucléaire. Pour moi, on est dans une situation tellement grave et tellement urgente que tous les leviers sont bons à prendre. Ça veut dire de la sobriété, de l'efficacité, du renouvelable bien sûr, alors énormément de renouvelables dans tous les scénarios, mais le nucléaire va quand même nous faciliter la tâche, toutes choses égales par ailleurs. Donc en faire un totem, en faire quelque chose d'inenvisageable, on ne peut même pas débattre sereinement. Après, il y a des plus et des moins sur le nucléaire, mais quelque chose qu'on ne peut même pas envisager, ça déjà c'est un vrai problème. C'est contre-productif pour moi. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, les EELV dans une logique, tu l'as dit, très européiste. C'est dans le nom. Et ça, c'est le premier mot d'ailleurs. C'est le premier mot. Et ça, évidemment, c'est un problème. Je crois qu'on y reviendra après, mais parce que l'Europe, l'Union européenne, joue pas vraiment un rôle positif sur la question écologique. C'est plutôt un carcan qu'autre chose. Et donc, Europe, écologie, il y a plutôt une contradiction dans les termes. Et puis il y a un vrai problème sur du côté de EELV, je pense, sur la conception de l'État-nation. C'est-à-dire qu'on est beaucoup soit dans le fédéralisme européen, soit à l'inverse dans le localisme. C'est-à-dire de se dire, voilà, ça va être... à vrai dire, c'est complémentaire. Ça se regroupe très bien. Ça peut être complémentaire, effectivement. Et donc, ça va être de dire, c'est très bien, les petites actions individuelles, c'est très bien, les actions au niveau de telle ou telle commune, c'est très bien. Et c'est vrai que c'est très bien. Ce qui se passe au niveau européen, c'est très bien. Là, c'est déjà moins vrai. Mais surtout, entre les deux, on a l'impression que l'État-nation, c'est le niveau qu'on s'interdit. Or, pour moi, c'est le niveau d'action privilégié. Parce que c'est quand même le cadre démocratique dans lequel on délibère. Et c'est quand même là qu'on a les grands leviers réglementaires, fiscaux, financiers, etc. Du moins quand on les avait. Parce que maintenant... c'est là qu'on devrait les avoir. Oui, voilà, exactement. C'est là qu'on devrait les avoir. Mais justement, puisque tu viens d'évoquer le sujet, effectivement, on sait très bien que EELV, c'est pas les seuls d'ailleurs, c'est aussi le cas à la France Insoumise avec une pensée assez anti-nucléaire et qui accorde de plus en plus d'importance de surcroît à l'échelon européiste. On a pu voir malgré tout ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années aussi l'Union européenne se présenter en espèce de championne de la politique environnementale. Récemment, il y a d'ailleurs eu une directive pour la restauration de la nature qui est d'ailleurs dans un tel état que de toute façon, il était temps au moins de le signaler. Quelque part, tu as un petit peu répondu à la question, mais est-ce que dans le fond, il faut voir l'Union européenne sur ce domaine, sans même parler des autres, comme vraiment pionnière dans le combat écologique, ou est-ce que c'est dans le fond une façade qui est largement insuffisante? Et il faut quand même rappeler à ce sujet que l'Union européenne a comme conseiller environnemental depuis désormais 3 ans et demi le fonds d'investissement BlackRock, qui d'ailleurs appelait à la destruction des retraites par répartition, etc. Pour toi, dans le fond, l'Union européenne et l'environnement, comme tu as dit, c'est a priori incompatible, quoi. Oui, alors, l'Union européenne fait quelques petites choses pour l'environnement, il faut le dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, alors trop peu, trop tard, trop lentement, etc. Mais voilà, je pense par exemple à l'interdiction des véhicules thermiques à horizon 2035. Bon, ça c'est pas mal, ça va dans le bon sens, ça. Commence même à s'envisager, alors bon, il y a les quotas carbone, alors ça c'est une espèce de, sans mauvais jeu de mots, d'usine à gaz, où on se distribue, on se machin. Voilà, vous avez un certain quota, si vous polluez moins que ce quota, vous pouvez revendre le quota sur un marché, et ceux qui ont pollué plus vont aller acheter le complément. Sauf qu'on a distribué beaucoup trop de quotas, du coup le prix ne vaut pas grand chose, et donc la pénalité financière n'est pas très élevée. En plus, une autre partie de ces quotas sont gratuits, sont distribués gratuitement.
et une grande partie des secteurs ne sont pas couverts par ces quotas. Alors ça va évoluer, de plus en plus de secteurs vont être couverts à terme, etc. Les quotas gratuits vont voir leur part diminuer, donc là aussi ça va dans le bon sens, mais qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est imparfait, qu'est-ce que voilà. Il y a même prévu une forme de proto-protectionnisme européen avec mécanisme d'ajustement aux frontières pour compenser le fait que les industries européennes ont ces quotas et que du coup il faut compenser pour pas que les importations se retrouvent avantagées. Donc il y a des petites choses qui finissent par aller dans le bon sens, mais alors voilà, c'est très peu et très tard encore une fois. Donc ça c'est le côté plus, on va dire, il faut quand même bien le mentionner. Par contre le côté moins, là il est énorme, c'est-à-dire le côté moins, c'est que on paralyse toute action nationale avec le carcan des traités. Et alors là faut développer un peu, c'est-à-dire que la transition écologique, ça va être des besoins massifs d'investissement public. Pas de chance, l'Union européenne nous contraint à l'austérité, avec les fameux 3% de déficit et les 60% de dette. Donc, c'est incompatible avec des investissements publics massifs. La transition écologique implique de relocaliser. Ça, évidemment, ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, ça va se faire d'une part en mettant en place des mesures douanières, toutes incompatibles avec les traités. Totale liberté de circulation. Donc... Puisque les traités interdisent entre États membres les quotas et les droits de douane. Et puis sur la libre circulation des capitaux, parce que là je parlais des marchandises, mais pour les capitaux c'est encore pire, puisque la liberté de circulation est totale, même avec les États tiers. Voilà. Pour les marchandises, il y a quand même possibilité de mettre des mesures douanières aux frontières de l'Europe, mais sauf que c'est l'Union européenne qui décide. Et sa tendance est plutôt, on l'a vu, on a N exemples, sa tendance est plutôt de signer des traités de libre-échange avec la Terre entière. Donc quand la priorité c'est de relocaliser, on sent bien que ça va pas dans le bon sens. Et puis relocaliser, c'est pas juste mettre des mesures douanières, c'est aussi avoir une vraie politique industrielle pour reconstruire des secteurs. Du produire en France en quelque sorte. Voilà. Donc ça se fait pas tout seul, c'est des vraies politiques industrielles. Parce que si on fait pas ça, quelque part on renchérit juste les importations et puis on n'est pas plus avancé. Donc il faut une vraie politique de substitution aux importations, ça veut dire une politique industrielle, mais comme l'Union européenne est très regardante sur les aides d'État, etc., là aussi on peut pas faire grand chose. Et puis, je vais sûrement pas être exhaustif, mais je vais prendre un dernier gros point là-dessus. Il y a la question des monopoles. C'est-à-dire que l'Union européenne, par ses directives, interdit les monopoles publics dans le domaine de l'électricité, du gaz, de l'énergie en général, mais aussi du transport ferroviaire. Et donc on se retrouve avec des secteurs absolument essentiels pour la transition écologique qui en fait se retrouvent privatisés ou du moins libéralisés. Le cas de l'énergie est édifiant. Je veux dire, là où on pourrait avoir un monopole public, on a eu pendant des décennies un monopole public qui en gros vend à prix coûtant plus une petite marge pour les investissements à un tarif identique à tous les citoyens partout sur le territoire. Là on est dans un système complètement aberrant avec des prix de l'électricité qui à un moment étaient négatifs, ce qui décourageait les investissements, et qui sont montés à 1000 € le mégawattheure il y a quelques temps. Donc voilà, on peut évidemment pas piloter une transition énergétique digne de ce nom avec des prix de marché qui fluctuent en permanence au gré de l'offre et de la demande, de la spéculation, etc. Donc revenir à un monopole public sur l'énergie et un monopole public sur les transports avec des prix maîtrisés et administrés, ça paraît être le minimum si on veut se donner une chance de réussir. Et donc, c'est incompatible avec l'Union européenne. Oui, parce que dans le fond, ça signifie un gros mot qu'on va encore utiliser, à savoir celui de nationalisation. On n'oubliera jamais assez que la nationalisation du gaz et de l'électricité, c'était aussi à la Libération, avec le programme du Conseil national de la résistance. C'était pareil avec la SNCF, etc. Et à l'époque, c'était sous l'action du communiste Marcel Paul, notamment, qui avait joué un rôle important dans la création d'EDF, GDF, etc. Tu l'as signalé parce que effectivement, on voit très bien que l'Union européenne de toute façon nous casse toutes les possibilités de pouvoir espérer mener une véritable politique de production, produire en France, mais j'allais dire produire que chaque pays produise partout lui-même, puisqu'en réalité il n'y a pas que la France qui se retrouve aussi dans cette situation. Et cela nous amène à réfléchir un peu sur les stratégies qui sont mises en place au niveau national par les différents États. Alors évidemment,
On peut établir même des comparaisons. Si on va un petit peu dans les cas les plus extrêmes, si j'ose dire, d'un côté, bon, pourquoi pas les États-Unis, voir un petit peu quelle est leur situation en termes de stratégie environnementale. De l'autre, un pays quand même qui est souvent présenté comme un modèle au niveau international, et pas totalement à tort, c'est Cuba, en particulier Cuba socialiste. Et puis c'est oublier également qu'un pays comme la Chine populaire, qui est souvent alors présenté comme très anti-environnemental, etc. Par exemple, il y a déjà quelques années, était le premier producteur mondial de panneaux solaires et de photovoltaïques. Alors, est-ce que, sans être trop exhaustif, parce que ce serait une question trop large, mais si on compare un petit peu, par exemple, d'un côté États-Unis, voire Brésil, puisqu'on avait un Bolsonaro qui lui aussi niait complètement la question environnementale d'un côté, et puis de l'autre, des pays comme la Chine ou Cuba, est-ce que tu vois des stratégie quand même plus efficace peut-être que d'autres sur le sujet environnemental? Bah effectivement, alors pour rester sur la Chine et les États-Unis, qui sont effectivement les deux géants mondiaux, ils s'y mettent très vite et très fort pour le coup. Mais alors avec des méthodes qui ne sont justement pas du tout celles de l'Union européenne, puisque la Chine, on est quand même sur une économie planifiée, une économie oui, qu'on peut qualifier de socialiste, alors avec tout, il y aurait une vaste discussion à avoir là-dessus, mais enfin c'est en tout cas une économie avec un très fort contrôle public, très forte dose d'intervention étatique. Et les États-Unis, bon, évidemment ça n'a rien à voir, mais ils renouent sous Biden avec une forme quand même, je trouve, de keynésianisme assumé. Je pense notamment sous l'influence aussi de l'électorat Sanders, c'est-à-dire qu'on a quand même au final une ligne très interventionniste. Globalement, on compte pas trop les montants dépensés, donc des gros investissements publics. Sur la question environnementale, aux États-Unis en ce moment, il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Ouais, il y a des montants assez importants. Leur grosse mesure récente, enfin, l'ensemble de mesures récemment actées, c'est l'IRA, Inflation Reduction Act, qui alors, effectivement est présenté sous l'angle de la lutte contre l'inflation, mais en fait dans la pratique, c'est des subventions massives à la production américaine. Notamment sur les véhicules électriques, sur les énergies décarbonées, etc. Alors il y a un peu de tout là-dedans. Il y a aussi des solutions très techno-optimistes qui sont un petit peu des leurs. Il y a un côté très de défense de l'industrie nationale, mais un peu unilatéral. Voilà. Il y a à boire et à manger là-dedans. C'est pas du tout anticapitaliste, c'est-à-dire que là c'est vraiment du keynésianisme, mais comme courroie d'entraînement pour relancer la machine, y compris le secteur privé. Donc je dis pas que c'est voilà, mais en tout cas il y a une forte intervention étatique et y compris orientée sur les problématiques énergétiques. Supérieur en tout cas à ce que nous connaissons en termes d'intervention. Alors en termes de montant, rien à voir, effectivement. Et alors après, et donc même dans le cadre de l'Union européenne, des États de l'Union européenne, dans le cas de la France par exemple, on fait pas grand-chose, clairement. On fait pas rien pour autant. Il y a quand même une stratégie nationale bas carbone. Maintenant, il y a un secrétariat à la planification écologique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on parlait de ces termes-là il y a quelques années, c'était le retour du Gosplan. Là, il y a un secrétariat à la planification écologique instauré par Macron. Donc, à la limite, tant mieux. Si ces mots-là reviennent dans le débat public, très bien. Et puis, il y a quand même un certain nombre de mesures. Mais c'est intéressant de noter que toutes les mesures qui vont dans le bon sens sont des mesures non libérales. C'est-à-dire qui vont toujours à contresens de la politique économique tendancielle. Ça va être typiquement... ça va être soit on s'extrait du marché, partiellement ou totalement. Typiquement, les énergies renouvelables se développent, mine de rien. Pourquoi elles se développent? Parce qu'il y a des soutiens publics massifs. Soit des subventions, soit des prix garantis, etc. Ça ne se développerait pas par le libre marché. Parce que c'est toujours quelque chose, c'est qu'à la base, la situation est verrouillée. Vous mettez en place une nouvelle technologie plus propre. Comme au début, il n'y a pas les effets d'échelle, ça coûte beaucoup plus cher que le fossile. Mais si vous subventionnez, vous garantissez les prix, vous garantissez les débouchés, au bout d'un moment, ça se développe, et vous arrivez aujourd'hui dans une situation où le prix du solaire, le prix du photovoltaïque a été divisé par 10 en 10 ans. Donc ça devient compétitif avec le fossile, mais parce que les pouvoirs publics ont massivement impulsé la dynamique. Et donc il y a des choses qui se font, parce que ça a eu lieu en France et dans d'autres pays en Europe, mais c'est toujours avec des méthodes non libérales. Donc ce qui va dans le bon sens, et donc ce qu'il faudrait accélérer, c'est précisément ce qui s'écarte du néolibéralisme habituel. Voilà. Et alors justement, tu parlais de la Chine, effectivement, on
on peut avoir effectivement une discussion sur la nature du régime, en tout cas de la politique menée par la Chine populaire. Mais quid de Cuba pour toi? Parce que Cuba est souvent présenté comme un modèle, notamment en termes d'agro-environnement. De ce point de vue, hein, l'ONU en particulier n'hésite pas à citer Cuba comme une véritable référence par rapport à ça, sans compter les aspects sanitaires, éducatifs, etc. Est-ce que tu as une approche, toi, par rapport à ça, une vision sur ce que fait Cuba? Alors, je connais pas très bien le cas cubain, donc je ne risquerai pas à dire des bêtises. Moi, j'ai en tête qu'effectivement, ils ont développé au niveau agricole des choses intéressantes parce que, notamment, étant sous embargo et ayant du coup très peu d'approvisionnement pétrolier, ils ont été obligés de faire 100. Et ça peut effectivement, à ce niveau-là, être une source d'inspiration en termes de techniques agricoles, bas carbone, comme on le dirait. Voilà. Mais après, je connais pas très bien le cas cubain. Mais par contre, sur la Chine, parce que je complétais juste d'un mot, sur la Chine, effectivement, c'est assez ambivalent ce qui se passe en Chine, parce que d'un côté, il y a une très forte croissance qui va pas dans le bon sens d'un point de vue environnemental, alors qui d'un autre côté a permis de sortir massivement des dizaines de millions de Chinois de la pauvreté. Même de centaines. Mais par contre, qui d'un point de vue environnemental ne va pas dans le bon sens. En fait, il y a une croissance démographique plus une croissance du PIB par habitant, clairement, va pas dans le bon sens au niveau environnemental. Mais à l'avenir, il faut suivre ça de près, parce que la croissance démographique, elle est en train de s'infléchir. La population chinoise a commencé à diminuer. Donc c'est plus quelque chose qui va jouer dans le mauvais sens d'un point de vue environnemental. La croissance économique, elle a plutôt tendance à ralentir, notamment à cause des difficultés du secteur immobilier. Et à côté de ça, le mix énergétique chinois, alors il est encore très très carboné, on va pas se mentir, mais enfin se décarbone quand même assez vite. C'est-à-dire que vous prenez le mix électrique, il y a quelques années de ça, c'était quasiment que du charbon. Et quand vous regardez dans les courbes, la part du nucléaire et encore plus du renouvelable est en train d'exploser. Et alors non seulement pour l'économie chinoise, mais en plus, comme tu l'as dit, ils approvisionnent le monde entier en panneaux solaires, en batteries, en éoliennes, et pour des coûts très faibles. Alors, coûts très faibles, y compris pour de mauvaises raisons, qui sont que les normes sociales et environnementales ne sont pas terribles là-bas. Mais même si elles ont d'ailleurs évolué aussi positivement. Même si ça évolue, même si les salaires évoluent. Bien sûr. Mais ça veut dire que quand on parle de la baisse des coûts du renouvelable de manière comme ça, un petit peu macro, derrière, il y a aussi ça. Voilà. Ouais, donc ça peut être effectivement très intéressant d'avoir ça en tête, parce que souvent quand on pense à la Chine ou à d'autres pays comme l'Inde, etc., sachant que l'Inde c'est un autre cas de figure, parce que là pour le coup c'est un mode de développement qui n'est pas du tout dans la logique de planification à la chinoise. Bon, là on pense souvent à pollution, ils polluent, ils détruisent, alors que nous, l'Union européenne, c'est nous qui apporterions en fait les solutions à base de COP21, de COP25, de COP40, de COP60, on ne sait même plus où on en est d'ailleurs. Ça va être la COP28 là. C'est vrai, la COP28, elle se tient déjà à Dubaï, donc c'est bien parti. C'est bien choisi en plus, Ambroise, qu'on voit. En fait, là, on a abordé pas mal de sujets là, depuis le début de cet entretien, sur la question de l'eau, la question des énergies, etc. Forcément, quand on s'intéresse à la question environnementale de manière très large, la question écologique de manière très large, ça oblige à prendre en compte tout. Tu as même fait référence à raison au transport, parce que ça aussi c'est une vraie question également écologique avec la destruction de la SNCF également. Si jamais c'était possible, je dis bien, parce que déjà il faut que ce soit possible, mais si il fallait cibler un sujet en urgence en particulier à l'heure actuelle, quitte à ce qu'il y ait d'ailleurs une mesure d'urgence en particulier. Je conçois que c'est très difficile à envisager, mais quelle serait pour toi la priorité absolue ou le sujet prioritaire absolu pour changer la donne, justement, du point de vue environnemental et pas continuer dans cette logique capitaliste complètement folle? C'est pas simple parce que le sujet il est systémique. Bien sûr. Mais alors déjà, effectivement, dans tout le panel des questions environnementales, qu'on a des fois tendance un peu à mélanger, parce qu'il y a plein de choses dans la question environnementale. Il y a la chute de la biodiversité, il y a les pollutions locales, de l'air, des sols, de l'eau, il y a le climat, il y a l'épuisement des ressources naturelles, des ressources fossiles, mais aussi des métaux. Enfin, il y a plein de questions. Le cœur du truc, c'est quand même de sortir des énergies fossiles. Parce qu'elles cumulent à peu près tous les problèmes, c'est-à-dire que et leur combustion dérègle le climat, et elles sont en train de s'épuiser, et on n'en a pas dans notre sol, donc on importe tout. Et leur prix est fixé sur des marchés entièrement dérégulés, et elles contribuent à la pollution de l'air. Et en plus, on les importe souvent par le biais de grandes majors, comme on dit, multinationales qui en profitent pour se faire un peu de profit dessus. Voilà,
par des grandes majors privées. Et on s'adresse à des régimes politiques en plus assez peu, enfin pas toujours recommandables, on va dire. Donc elle cumule tous les problèmes, donc la priorité c'est de sortir de ça. Ça, pour sortir des énergies fossiles, il y a plusieurs leviers qu'il faut tous activer en même temps. C'est à la fois la sobriété, c'est-à-dire moins consommer, moins produire. Quand tu dis moins consommer, moins produire, j'imagine aussi avec une prise en compte des différences forcément de niveau de vie. Bien sûr, alors là je vais vite, parce qu'on y reviendra peut-être quand on parlera du livre dans notre vidéo, mais effectivement, bien sûr que c'est différencié selon les pays. Quand on parle de sobriété ou de décroissance, moi je parle plutôt de décélération, mais évidemment qu'on ne parle pas de la même chose dans le cas de la France ou dans le cas de l'Éthiopie. C'est évident, c'est pour les pays riches quand on parle de décroissance. Et évidemment que ça doit se décliner différemment selon les classes sociales. C'est bien sûr préférentiellement la décroissance pour les riches et pour les détenteurs de capitaux. Vu l'ampleur de ce qui nous attend en termes de décroissance, si on veut être dans les temps, les classes moyennes risquent de devoir avoir leur part de décroissance. Ça, c'est important de le signaler aussi. Ouais. Voilà. Par contre, les classes populaires doivent en être préservées autant que possible à tout prix. Parce que sinon, ça sera indéfendable politiquement et insoutenable socialement. Mais voilà. Donc là, il y a bien sûr des limites sociales et politiques, mais de la décroissance et de la sobriété, autant que faire se peut, d'un point de vue social et politique, on va dire. Après, il y a l'efficacité, ça c'est le progrès technique, on va dire, c'est-à-dire faire la même chose, mais en consommant moins d'énergie et de matières premières. Et puis après, il y a le type d'énergie qu'on consomme. Et donc c'est là où arrive la question du mix énergétique. Il faut se passer autant que possible du fossile. Et pour ça, si je vais très vite, il y a deux grandes solutions, c'est la biomasse et l'électrification. Et l'électrification, ça veut dire que derrière, on doit avoir beaucoup d'électricité, bas carbone, sinon ça sert à rien, pas trop cher, sinon c'est socialement insoutenable. Voilà. Et donc là, derrière, c'est le renouvelable et c'est le nucléaire. Et en fait, quels que soient les secteurs qu'on veut décarboner, que ce soit l'industrie, que ce soit le bâtiment, chauffage, etc., que ce soit les transports, en fait, à chaque fois, on arrive au même point qui est il nous faut de l'électricité décarbonée. Et donc, relancer le nucléaire, indispensable, mais sauf que les prochaines centrales, c'est pas avant 2035 dans les hypothèses les plus optimistes. Ça veut dire que d'ici là, c'est le renouvelable à fond, et en complément, de toute façon, c'est le renouvelable à fond qui va faire, en fait, la grosse partie du job. Mais pour avoir la maîtrise de tout ça, encore faut-il avoir la maîtrise sur notre production d'électricité. Et donc la question du monopole public en matière d'électricité, pour moi, elle est centrale. Voilà. On ne fera pas, pour moi, cette transition massive en termes de mix électrique dans un cadre dérégulé et privatisé comme c'est le cas aujourd'hui. Ça me paraît très compliqué. Donc dans le fond, la question énergétique qui à la fois aborde, tu viens de dire, celle de DFGDF notamment, et quelque part aussi les transports et en particulier la SNCF, c'est une question qui va être, si j'ose dire, vitale, bien sûr, quelque part dans les prochaines, pas les années à venir. Elle l'est déjà en réalité. Et là, on est en plein dedans. Et pour finir, peut-être un dernier élément, parce que tu as pas mal utilisé la question, tu as abordé à raison, c'est pas nous qui allons dire le contraire, la question systémique. Sachant que bien sûr l'Union européenne fait partie d'ailleurs de ce système qu'est le capitalisme par définition. Quelle serait pour toi, à l'heure actuelle, la meilleure finalement alternative politique large, hein. Quand je dis politique large, c'est-à-dire à la fois par rapport à ces instances capitalistes que sont l'Union européenne, le FMI, tous ces trucs-là, machin, et l'alternative politique, j'ai envie de dire, des forces, du moins des courants, disons ça comme ça, qui seraient en mesure de vraiment proposer, je le disais, une rupture systémique radicale, en tout cas une alternative systémique radicale, parce que dans le fond, est-ce que la question environnementale est soluble avec le capitalisme ? La réponse courte est non, à mon sens du moins. Alors, je vais détailler un peu parce que il y a plusieurs choses derrière tout ça. Il y a le capitalisme en général, il y a sa variante actuelle qui est le néolibéralisme, qui sévit à peu près depuis les années 80, et il y a la variante extrême de cette variante qui est l'Union européenne, qui a vraiment ancré le néolibéralisme dans le marbre de traités qui s'impose à nous. Bon, l'Union européenne, j'en ai déjà dit un mot, complètement incompatible avec la transition écologique. Comment on s'en extrait, je ne rentre pas dans le détail, mais il y aurait plusieurs façons de faire. Soit est-ce qu'on est sur une sortie pure et dure? Est-ce qu'on est sur de la désobéissance radicale? Est-ce qu'on est sur de la réforme de notre constitution pour réinstaurer une primauté du droit national?
Voilà, il y aurait plusieurs options. Je ne rentre pas dans le détail, mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est incompatible. Donc là, il faut revenir sur une action nationale qui ne soit plus contrainte par le cadre européen. Ça, c'est clair. Après, sur le néolibéralisme, il me paraît complètement incompatible avec la transition écologique. Pour les raisons que j'ai déjà citées à propos de l'Union européenne, qui en fait ne fait qu'ancrer le néolibéralisme, et donc tous ces principes, j'ai dit, sont incompatibles. Bon, je vais pas parler non plus de la financiarisation. Enfin, on s'en doute bien. À peu près évident que quand on a des investisseurs qui ont un horizon à 3 mois sur les marchés financiers, et que là on parle à minima d'un horizon 2050, on voit bien que ça va pas être aligné. Il n'y a pas trop de finances vertes. Voilà. Donc le néolibéralisme, évidemment, va être incompatible avec la transition écologique. Alors après, la transition écologique me paraît pas incompatible. La transition écologique en tant que telle, c'est-à-dire changer le contenu du mix énergétique, on parlera après de la décroissance, mais la transition écologique hors décroissance, on va dire, me paraît pas incompatible avec un capitalisme, j'allais dire, keynésien. Comme première étape, en quelque sorte. Comme première étape, c'est-à-dire que, alors on peut discuter de où on met le curseur, mais typiquement, un capitalisme très encadré par la puissance publique, comme on avait pendant les 30 Glorieuses, avec un contrôle des mouvements de capitaux aux frontières, forme de protectionnisme raisonné aux frontières, une vraie politique industrielle, des monopoles publics, un fort contrôle du secteur public sur les banques et sur le secteur financier. Bon, dans un cadre comme ça, déjà, on pourrait faire des choses. Voilà, on pourrait faire des choses quand même assez clairement. Bon, là où ça devient plus compliqué, c'est si on dit que cette transition écologique seule ne suffit pas et qu'il faut aller sur de la décroissance. Ou de la décélération. De la décélération, qui est la variante de décroissance que moi je propose. Là, ça me paraît plus compliqué. Avec le capitalisme. Ça me paraît plus compliqué de concilier ça avec le capitalisme. Alors, c'est un débat, hein, parce qu'il y a des économistes qui pensent que c'est possible. Notamment, vous avez dans les théoriciens de l'économie stationnaire. Alors, eux, ils sont pas vraiment sur de la décroissance, mais en gros, ils disent qu'il faut arrêter la croissance. En gros, il faut rester au niveau actuel. Ils vont pas jusqu'à dire qu'il faut décroître, mais par exemple, voilà, Tim Jackson ou Herman Daly, c'est ces théoriciens de l'économie stationnaire, et ils disent que c'est pas incompatible pour eux avec le capitalisme. Mais alors, un capitalisme ultra régulé, hein, c'est tout le capitalisme actuel, mais ils disent que c'est quand même possible. Et après, vous allez avoir des auteurs plutôt éco-socialistes qui vont dire non, complètement incompatible. Le capitalisme étant mu par l'accumulation, qui est quelque part presque l'autre nom qu'on pourrait donner à la croissance, ça risque d'être très compliqué de concilier les deux. Bon, et au-delà de ces débats théoriques, on sent bien que dans la pratique, si on arrive avec un projet qui consiste à dire le PIB va diminuer année après année, et en plus on va faire ça de manière sociale, c'est-à-dire que la part qui est allouée aux capitalistes va en plus diminuer, donc le gâteau va être plus petit et vous aurez une part plus petite de ce gâteau plus petit, on sent bien que présenté comme ça, le MEDEF risque de pas être fan de ce projet. Sachant qu'il l'est déjà pas par principe. Sachant que des choses bien plus soft que ça sont déjà difficiles à faire admettre de ce côté-là. Donc voilà, donc pour moi, c'est globalement incompatible. Et ça veut dire qu'il faut se préparer à la question de qu'est-ce qu'on met à la place. Même si elle se posera peut-être pas en premier, peut-être pas tout de suite, mais il est possible qu'en fait, en réaction, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, mais il est possible qu'on commence par une transition écologique, j'allais dire classique, on commence par des mesures de décroissance de plus en plus poussées, et qu'au bout d'un moment, ça se révèle incompatible avec le capitalisme, et qu'il faille aller, bon, d'abord sur la nationalisation de secteurs stratégiques, mais ensuite peut-être aller plus loin. Et là, la question, c'est comment on pourrait généraliser ça et être sur un post-capitalisme, une économie qui ne soit plus capitaliste. Et alors là, vaste sujet, donc j'en dis juste un mot, mais moi ce que j'imagine dans mes écrits, c'est effectivement, d'une part, reconstruire un secteur public très fort, avec des services publics reconstruits, avec des nationalisations, je l'ai dit, d'entreprises stratégiques. Mais il reste un fort secteur privé, simplement qui, pour moi, ne serait plus actionnarial. C'est-à-dire qu'il ne serait plus constitué d'entreprises capitalistes, mais d'entreprises qu'on appelle démocratiques, on pourrait dire autogérées, ce qui n'empêche pas qu'on puisse créer librement son entreprise, ce qui n'empêche pas que les entreprises puissent se concurrencer, simplement les entreprises appartiennent aux travailleurs qui évoluent. Voilà. Mais ça peut pas être pour tous les secteurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des secteurs qui sont d'intérêt national et il faut que ça soit la nation dans son ensemble qui ait la main dessus. Bien sûr. Voilà. Les secteurs clés, les secteurs stratégiques. Les secteurs stratégiques. Voilà.
À l'inverse, nationaliser la production de chaussures ou les boucheries ou les boulangeries, ça me paraît pas vital. Bon, je caricature un peu, mais voilà, tout ce qui est PME, même entreprise de taille intermédiaire, etc., je pense que ça doit rester privé, mais ça peut être du privé démocratique, c'est-à-dire des entreprises non étatiques, mais appartenant et gérées par leurs salariés. Voilà. Et je pense qu'il peut y avoir une synergie assez constructive entre comme ça un pôle public fort et un pôle démocratique. Moi, j'imagine quelque chose comme ça en alternative au capitalisme. Et c'est quelque chose qui pourrait se faire progressivement parce que finalement, on commence tout de suite par les grandes nationalisations et après, petit à petit, on va vers la démocratisation des entreprises de taille moyenne ou de petite taille. C'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et puis, comme tu as utilisé des mots comme autogestion, etc., des travailleurs, donc le pouvoir des travailleurs en quelque sorte, c'est ce que nous, en tant que communistes, forcément, nous allons appeler communisme pour aller vers ça. Et juste pour conclure peut-être, tu sais, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, parce que tu le sais bien, tu le savais bien avant qu'on en parle là, évidemment, mais que déjà de leur temps, Marx et Engels estimaient que de toute façon, le capitalisme ne peut que se développer dans sa logique en épuisant les deux sources de richesse que sont la terre et les travailleurs. Tu es d'accord avec ça, j'imagine? Entièrement d'accord. Eh bien voilà, raison de plus pour rejoindre le combat environnemental que mène le PRCF, pas tout seul. On va pas faire c'est pas vrai, on n'est pas les seuls à le mener, mais il est important aussi que soient abordés tous ces sujets comme ça a été fait de manière à la fois très concise et très précise. Un grand merci Clément pour cet échange sur l'actualité. Sur l'actualité, pas que, parce qu'il y avait aussi de la théorie, et c'est normal, il faut de la théorie. Et de la théorie, il y en aura encore plus lorsque l'on parlera de ton ouvrage « Il est urgent de ralentir », avec ce concept de décélération plus que de décroissance. C'est ça qui est très intéressant, et je pense qu'on aura vraiment l'occasion d'y revenir dans le cadre d'un prochain café marxiste. Voilà, en espérant que donc cet entretien vous aura plu, vous aura surtout permis de réfléchir un petit peu plus à la question environnementale d'une manière beaucoup plus large que simplement la question du tri quotidien qui doit être prise en compte, là n'est pas la question, mais qui ne saurait suffire à lui seul, contrairement à tout ce que veulent nous faire croire les programmes scolaires, les médias, etc., aux ordres qui parlent de ça. Et puis n'hésitez pas à partager cet entretien sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Vous le retrouverez naturellement sur le site Initiative Communiste, une fois que notre responsable des montages vidéo de Choc, que nous remercions encore pour l'ensemble de son travail, l'aura réalisé. Un grand merci encore Clément, à très bientôt et n'oubliez pas, merci à vous, merci à toi et n'oubliez pas, les communistes et le combat environnemental, c'est le manifeste du PRCF où vous retrouverez pas mal de propositions que dans le fond tu as déjà soulevées à travers cet entretien. Alors je l'ai pas encore lu mais tu m'as dit que tu m'en passerais un exemplaire. C'est prévu, naturellement. Avec plaisir. Le combat continue les camarades, le voici d'ailleurs. Merci.